Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis développeur advocate chez AWS ici en France. Donc, mon métier, c'est de vous faire préférer AWS plutôt qu'un autre. J'espère que je ferai ça aujourd'hui. Vous pouvez me trouver sur Twitch, Seb AWS. D'ailleurs, j'ai un quiz de certification si vous préparez la certification AWS à 6 heures ce soir en direct, juste après ce workshop, 1 heure après le workshop. Sinon, je suis assez actif sur YouTube. Le code du workshop est sur mon GitHub également. Donc, si vous avez envie non seulement d'avoir le code source de l'application qu'on va utiliser, mais en plus, toutes les instructions, tout le site web que vous allez utiliser, tout ça, c'est sur /Shepsto sur GitHub. Bien, qu'est-ce qu'on va construire aujourd'hui ensemble? Nous allons construire une petite application qui liste des endroits remarquables, touristiques par exemple. Chaque endroit, donc le premier écran, ça sera une liste des endroits. Et puis vous voyez que dans un endroit, il y a un nom, il y a une image, il y a des coordonnées géographiques. Et si on clique sur je crois que j'ai pas le deuxième screenshot, non. Si on clique sur un des liens, ben, on a le détail avec l'image en grand, avec l'endroit sur la carte où ça se trouve. Alors cette application-là, j'ai été très paresseux, je ne l'ai pas construit. C'est un des exemples fournis par Apple. Ça s'appelle Handle Input Swift UI Tutorial. Et donc, c'est simplement une appli, Handling User Input. C'est une appli qui se trouve sur le site web d'Apple. Voilà, vous trouvez le screenshot. Il vous explique step by step comment construire cette application. Leurs tutoriaux sont super bien foutus. Donc voilà, on va partir dans le workshop. Il y a des instructions pour télécharger ça et pour l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais pas qu'on passe du temps sur l'écriture d'interface graphique. C'est pas le but du workshop. Le workshop ici, le but c'est plutôt d'aller voir ce qu'il y a à côté back-end. Donc dans la version d'Apple, cette liste ici à gauche, elle vient d'un JSON. Les images sont bundlées dans l'application aussi. Et donc ce qu'on va faire, c'est transformer cette application pour aller chercher toutes ces données dynamiquement. On va créer une API qui va aller lire des données dans une base de données. Donc la liste des landmarks, elle sera dans une base de données. Et notre application va faire une requête sur l'API pour pouvoir aller chercher les données en base de données. Les images, on va les mettre sur Amazon S3 et on va donner l'autorisation à l'application à aller lire les images directement sur Amazon S3. Et évidemment, comme c'est une API protégée et que je veux pas n'importe qui aille lire dans mon bucket S3, on va authentifier les utilisateurs. Donc là, on va quand même faire un tout petit peu d'interface graphique. J'ai rajouté un écran pour faire une authentification, username, password, et on va utiliser un service qui s'appelle Cognito. Donc Cognito, ça va gérer les utilisateurs. C'est un service managé, c'est un identity provider. Je peux résumer en disant ils stockent les username, password, ils offrent des API de sign in, de sign out, donc login, logout, de sign up pour enregistrer un nouvel utilisateur, j'ai oublié mon mot de passe, on peut faire un sign in avec une authentification à double facteur, vous savez, c'est code de 6 chiffres que vous pouvez recevoir par SMS ou par email, ils gèrent tout ça pour nous, il n'y a pas de code à écrire, moi je suis juste client, je veux juste appeler l'API sign in, sign up ou sign out. GraphQL, si vous ne connaissez pas, c'est une alternative. J'ai pas envie de rentrer dans un débat là-dessus, mais c'est un autre moyen de faire des API. On connaît tous REST. GraphQL est un moyen un peu plus centré sur les données, centré sur le front-end. Et vous verrez, on va gérer ça de façon assez sympa avec une base de données NoSQL derrière. On ne la verra même pas, la base de données. Si vous êtes curieux, pour aller voir dans la console. Mais sinon, on ne voit pas, on parlera juste à l'API. Et puis S3, c'est le plus vieux service AWS, vénérable de 14 ans, qui nous servira à stocker les images. Donc ça, c'est ce qu'on va construire. Les instructions, je vous l'ai dit, elles sont ici. Donc amplify-ios-new.go-aws.com. Il y a beaucoup de tirets. Désolé pour ça. Je remets encore le lien dans le chat. Donc si vous venez d'arriver, vous avez le lien là dans le chat. Je répète, ce site web-là, il va rester pour toujours. Le new, c'est parce qu'on utilise les nouvelles librairies. Il y a l'ancienne version. Si vous enlevez le new, il y a une ancienne version. C'est pas celle-là qu'on va suivre aujourd'hui, mais à terme, le new va disparaître. Donc, si vous bookmarquez ça, un jour, ça marchera plus. N'oubliez pas d'enlever le new et vous tomberez sur l'autre version, sur la bonne version. Dès que 2-3 bugs sont corrigés, je balancerai, j'enleverai cette branche-là, il n'y aura plus qu'une seule branche et tout ira bien avec une seule branche. Alors,
Donc, si on commence ici, ce que vous pouvez lire, c'est voilà, ce qu'on va apprendre, ben, c'est ce que j'ai dit avant. Hein. On va se créer un back-end serverless dans le cloud avec un service pour gérer les users, un service d'API et un service de stockage de médias. Ici, ce sera des images. Les comptes AWS que vous pouvez utiliser sont ici. Alors, j'ai fait un beau Google Spreadsheet ici. Ne vous battez pas, je vais vous balancer l'URL. Elle est là sur le slide d'ailleurs. Oups. Comment est-ce que je reviens à mon slide? Blum, 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 blum. Je vous balance l'URL ici. Et si vous voulez prendre un compte, allez-y, prenez-le, indiquez votre nom dans la colonne nom, comme ça il n'y a pas deux personnes qui prendront le même compte, et puis cliquez sur le lien correspondant dans la ligne là. Donc, par exemple, le premier, c'est Seb, là, c'est moi, et pink, je me suis mis sur le premier pour tester, et vous allez arriver sur une page comme ça. Dans le workshop, il y a les instructions à suivre après, mais enfin globalement, vous allez sur AWS Console et vous recevrez une access key, secret key qui vous permet de démarrer ce workshop sur un compte qu'on vous prête. Donc c'est un compte AWS qu'on vous prête. Soyez gentil avec ce compte. Normalement, il a juste les permissions pour faire ce qu'on a besoin de faire dans le workshop. Donc, vous ne pouvez pas démarrer d'instance EC2. Désolé, vous ne pourrez pas faire de Bitcoin mining pendant 3 heures sur notre compte. A priori, on m'a jamais rapporté problème de sécurité, mais enfin voilà, soyez gentils avec le compte qu'on vous prête. Donc, n'hésitez pas, faites-le maintenant. Ça m'inquiète, je vois personne qui rajoute son nom. Vous rajoutez votre nom. Et vous prenez un compte, les 29 premiers arrivés seront les premiers servis. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, dites-le moi dans le chat. Si vous n'arrivez pas à ouvrir le Google Spreadsheet, dites-le moi dans le chat également. Et s'il n'y a personne qui prend un compte, ça m'inquiète. Ça veut dire que soit vous ne m'entendez pas, soit il n'y a personne qui veut prendre de compte AWS. Vous n'êtes pas obligé de prendre des comptes. Hein. Vous pouvez le faire depuis votre compte perso à vous. En principe, il n'y a pas de facturation associée. Si vous suivez les instructions, on restera dans le free tier pour la majorité des services. Et de toute façon, c'est que 2 heures, on efface tout après. Donc, ça ne devrait pas, enfin, ou 3 heures, et donc ça ne devrait pas vous coûter. Dites-moi dans le chat si... C'est difficile de vous... Je parlais juste à la caméra sans feedback. Dites-moi dans le chat s'il y a quelqu'un qui écoute, s'il y a quelqu'un qui suit. Ici dans le chat room, je vois qu'il y a beaucoup de gens connectés. Mais je ne sais pas si ce sont tous les gens connectés à la plateforme. Oui, je crois que c'est tout le monde connecté à la plateforme VirtualConf maintenant, et c'est pas uniquement les gens qui assistent à cette conférence-ci. Est-ce que je peux voir qui est connecté à la conférence ici? Non, je crois pas. Ok, il y a toujours Vincent qui est là. Apparemment, t'es le seul, Vincent. Mais c'est pas grave. Vincent, tu prends un compte de l'Event Engine ou tu pars sur ton propre compte? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui prennent un compte de l'Event Engine? Non, apparemment, il y a personne. Ok. Compte perso, il y a aussi des instructions pour faire ça dans la plateforme. Donc, je reviendrai au chat de temps en temps pour regarder s'il y a des questions. Alors, il y a un paquet de prérequis, comme toujours pour les comptes, pour les workshops de dev. Bon, évidemment, il faut un compte AWS. Donc, la première page ici, c'est comment utiliser l'Event Engine et comment extraire en cliquant sur AWS Console et puis en faisant un copier des 4 variables d'environnement là, on peut obtenir une access key et secret key. Et moi, je vais le faire, hein, mais on ne va pas se priver. Je vais faire mon cleaning ici. Donc, je vais dans AWS Console. Je reçois une région par défaut, une access key, secret key, un session token. Je copie cela et je le mets dans un terminal parce que ça va être utilisé un peu plus tard. Étape suivante pour ceux qui veulent utiliser des access keys, des secret keys, c'est de créer un profil que j'ai appelé workshop sur la ligne de commande. Donc si vous utilisez déjà la ligne de commande, vous savez qu'il peut y avoir des profils. Et les instructions ici servent juste à créer un profil qui utilise l'access key, secret key que je viens de copier avant.
Si vous utilisez votre propre compte, si vous êtes admin, vous n'avez rien à faire. Si vous avez un compte qui n'est pas admin, vous devrez peut-être ajouter des privilèges à votre user. Donc si vous êtes admin, le plus simple, c'est de créer un IAM user et toutes les permissions que vous devez attacher à cet utilisateur sont ici. Vous pouvez faire juste un copier-coller. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose à copier-coller, il y a un petit bouton ici en haut à droite de la case noire, je ne sais pas si on le voit très bien, qui vous permet de copier le texte vers le clipboard très facilement. Je retourne ici pour voir s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Tant qu'il n'y a pas de questions, j'avance. Alors, il y a un paquet d'installations à faire. Évidemment, il faut Xcode, puisqu'on va développer pour iOS. Il faut CocoaPod, qui est le gestionnaire de package, un des gestionnaires de package pour Cocoa. Il y a la ligne de commande AWS CLI. Et il y a la ligne de commande Amplify, je vais parler d'Amplify juste après. Et ces deux trucs ont quelques dépendances. Il faut Node en dépendance, il faut Python en dépendance. Donc ici, j'ai donné les instructions pour faire des installations avec Brew. Brew s'installe comme ceci. Ensuite, Brew install Python pour avoir Python 3. Brew install AWS CLI pour avoir la CLI. Brew install Node pour avoir la dernière version de Node. Brew install -G, c'est important. npm install -G, AWS-amplify/CLI, et notez qu'il y a un tag de version ici qui s'appelle iOS CodeGen Workshop. C'est parce qu'en développant ce workshop, j'ai découvert un bug dans la CLI qui va être corrigé ce soir, mais l'équipe n'a pas eu le temps de faire le release hier soir comme c'était prévu, et donc ils ont fait un release temporaire juste pour nous, juste pour aujourd'hui. À partir de ce soir, normalement, ça ne sera plus nécessaire et le workshop sera, je remettrai le workshop à jour avec les bonnes instructions. Si vous êtes curieux, le bug est là, il est sur GitHub, puisque Amplify est développé en open source. Il faut installer GQ, c'est pas absolument nécessaire, mais j'ai fourni quelques scripts qui vont vous aider dans le workshop qui utilisent GQ, et absolument nécessaire, c'est CocoaPod. Mais si vous êtes développeur iOS, vous avez probablement déjà CocoaPod installé. Sur l'onglet version, j'ai mis les versions que moi j'ai, donc si vous avez ça ou plus récent, vous devriez être bien. Attention de nouveau, Amplify version, soyez certain d'avoir la version 4.21.4-iOS CodeGen Workshop. Donc elle a un bug fixe spécifique pour ce workshop. Et je répète, c'est temporaire. À partir de ce soir, normalement, on aura 4.22 ou 4.21.5, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais qui aura ce bug fixe inclus. Donc si vous partez de rien, ça prend quand même 5-10 minutes d'installer tout ça. En principe, a priori, on n'est pas très nombreux. Donc, il y a Vincent, et puis il n'y a personne d'autre sur le chat. C'est bien, si on n'est que deux, ben, j'aurai le temps de m'occuper et de répondre à tes questions. Vincent, pour le moment je ne vois que toi, est-ce que en matière de prérequis, donc ces prérequis, ces installations, est-ce que c'est bon, ou est-ce que tu souhaites que j'attende un peu pour voir s'il faut du temps pour installer tout ça? Pas de réponse. Donc je vais sur la partie config. Si vous utilisez un compte de l'Event Engine, un compte distribué via ceci, eh bien, vous n'avez rien à faire. Si c'est votre compte à vous, vous devez configurer la ligne de commande pour vous assurer que la ligne de commande puisse accéder à votre compte AWS. Enfin, a priori, si vous avez un compte AWS, c'est déjà fait. Sinon, vous pouvez toujours taper AWS configure, le nom du profil que vous souhaitez utiliser pour ce workshop, et partir et créer un nouveau profil. OK. Alors, pas la commande Amplify. Si tu n'as pas la commande Amplify, ça s'installe via npm. Il faut avoir npm. C'est pour ça qu'il y a brew install node ici. Et juste un copier-coller de cette commande, npm install -g. Hop, on peut le faire ici en même temps. Npm install -g @ aws-amplify/cli
@iOS CodeGen Workshop. Ça va installer la commande Amplify et toutes ces dépendances, donc tous les packages, et il y en a certains qui sont dépréciés. Donc ça prend quelques secondes a priori, ça dépend de la vitesse de la ligne internet. Et après ça, on devrait pouvoir avoir Amplify -- version. Quand on fait Amplify -- version la toute première fois, il pourrait faire scanning for plugins, plugin scan successful, comme c'est indiqué ici. Ok, bien. Eh bien, passons dans le Getting Started alors. Qu'est-ce qu'on va construire? On va construire l'application Landmark, ça vous l'avez déjà vu, mais on va rajouter un écran que j'appelle une landing page qui va servir d'aiguillage, dire tiens, est-ce que l'utilisateur a déjà une session? Si oui, on va sur la page avec les données. Sinon, on balance sur un écran de login. Dans un premier temps, on va utiliser une page web pour le login. La page web est fournie par Cognito, donc il n'y a rien à coder. Dans un deuxième temps, à partir de chapitre 7, on va construire notre écran en Swift, notre écran de login. Ok. Cette page-là, la dernière, les landmarks, elle va aller chercher les données d'une API GraphQL et aller chercher les images sur Amazon S3. Donc j'ai déjà montré le schéma avec les différents services. Et donc les services qu'on va utiliser en back-end, c'est Cognito pour l'authentification des utilisateurs et la gestion des utilisateurs, AppSync pour l'API GraphQL et S3 pour les images. La première chose à faire, c'est de télécharger le logiciel d'Apple, le projet d'Apple qui s'appelle Handling User Input. Alors il y a un bouton là pour le faire, mais sinon il y a un script qui le fait ici. Moi j'aime bien copier mes scripts, parce qu'il y a moyen de faire ce workshop sans taper grand-chose, en faisant juste du copier-coller. Donc si on copie ce script et qu'on l'exécute, qu'est-ce qu'il fait? Il nous télécharge la bonne version du fichier. J'ai dû faire une toute petite modif par rapport à celle d'Apple, donc si vous téléchargez celui du site web d'Apple, ça va pas marcher. Il y a une petite erreur de syntaxe dans leur JSON qui fait que ça passe pas sur GraphQL. Mais donc celui-ci, celui qui est ici, ou celui qui est lié là au-dessus, ou tout en bas de la page, c'est ma version, c'est la bonne version. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Download, on crée un répertoire qui s'appelle Amplify iOS Workshop, on unzip le fichier là-bas et on positionne une variable d'environnement que je vais utiliser pendant tout le lab qui s'appelle Project Directory. Donc soyez sûr que cette variable d'environnement est correctement utilisée, qui correspond à Amplify iOS Workshop Complete Landmark, parce qu'il y a différents folders dans le zip que vous allez télécharger. Puis la dernière ligne, ça ouvre le projet. Donc moi je copie ces instructions ici, je les paste dans mon terminal, ça download, ça unzip et ça m'ouvre Xcode. Et la première chose que je fais, je build et je run le projet pour m'assurer au moins que mon point de départ soit correct, que c'est le bon projet, que ça build, qu'il n'y ait pas de problème de dépendance ou de n'importe quoi. Donc juste démarrer le simulateur iOS et lancer l'application pour s'assurer que tout va bien. Donc ça prend quelques minutes. Moi j'ai un vieux PC, donc ça prend, enfin un vieux Mac, donc ça prend du temps. Ça va peut-être plus vite chez vous, je l'espère. Voilà, iOS est démarré, l'application Landmark est installée, et ça c'est notre point de départ. Donc dans cette version-là, toutes les données sont hard-codées. Si vous allez dans Ressources, ici vous allez voir qu'il y a le JSON avec tous les landmarks, et qu'il y a toutes les images, elles sont dans le bundle, dans le binaire de l'application. Donc ça, c'est pas du tout une application cloud, c'est une application tutoriel pour apprendre à utiliser Swift UI, super tutoriel d'Apple si vous apprenez Swift UI. J'ai mis un warning en bas pour dire, voilà, si votre application ne démarre pas à ce stade-ci, fixez ça d'abord, parce que sinon, il n'y a rien qui marchera plus tard. J'attends un tout petit peu, vous m'envoyez un pouce vers le haut, un thumb up, un good dans le chat pour dire que tout le monde est là.
ou que Vincent est là. Pardon. Une fois que cela est démarré. Donc il faut Xcode 11, parce que c'est Xcode 11 qui supporte Swift 5 et qui supporte SwiftUI. SwiftUI, c'est la nouvelle librairie, le nouveau toolkit pour créer des interfaces graphiques, toolkit unifié entre macOS, iOS, tvOS, watchOS, etc. Un toolkit réactif, donc où l'interface graphique est une fonction de l'état de l'application. Et donc, quand l'état de l'application change, les interfaces graphiques peuvent être rafraîchies automatiquement. On va utiliser ça à plusieurs endroits, notamment pour le login. Sinon, c'est une application tout à fait normale, hein. Il y a un app delegate, il y a un scene delegate qui est le point d'entrée dans l'application. Si vous voulez enlever ce preview, vous allez dans Product, non, Editor, Canva. Boum. Et comme ça, on a un peu plus de place pour voir le code. Et je vais agrandir le code à l'écran également pour que vous ayez l'occasion de voir le code en grand. Est-ce que j'ai toujours quelqu'un avec moi? Est-ce que je peux passer à l'étape suivante? Ok, alors, étape suivante, on va utiliser Amplify dans cette application. Alors, Amplify, c'est quoi? C'est deux choses essentiellement. C'est un ensemble de librairies qu'on va rajouter à notre application qui facilite l'accès au back-end. Donc, plutôt que de coder du HTTP bas niveau nous-mêmes, ce sont des fonctions de haut niveau qui fournissent un accès au service back-end qu'on va utiliser. Donc ça, c'est la première chose dans Amplify. La deuxième chose dans Amplify, c'est un outil en ligne de commande, la fameuse commande Amplify qu'on a installée ici, qui va nous aider à provisionner ce backend, donc à créer le backend. Pour créer le backend, je ne vais pas aller dans la console AWS et cliquer sur des milliers de trucs que je ne comprends pas. Je vais simplement très simplement utiliser la ligne de commande ici, et la ligne de commande va me poser quelques questions et va générer un fichier CloudFormation, un fichier YAML, qui représente mon infrastructure backend, et va l'exécuter pour moi sur mon compte AWS. Donc il va provisionner, manager mon infrastructure pour moi. D'accord? Donc la première chose qu'on va faire, on va rajouter les dépendances de librairie Amplify à mon application. Pour ce faire, on va utiliser Pod. Pour ce faire, la première chose à faire, c'est fermer Xcode. Donc je ferme Xcode, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on tab pod init pour initialiser la directory. Il y a une erreur, c'est normal, c'est la structure du format de l'exemple d'Apple qui perturbe un peu pod, et on va la corriger tout de suite. Ensuite, on va se créer un pod file. Alors, de nouveau, je vous ai mâché le travail ici. Vous pouvez simplement copier ceci et faire un paste dans votre terminal, et ça crée un pod file pour vous. Donc ça fait simplement un echo qui redirige sur podfile. Et dans ce podfile, qu'est-ce qu'on fait? On donne la version minimum d'iOS 13 et on donne 3 dépendances, Amplify, Amplify Tools, AWS Plugin Core. Notez qu'ici, je vais le chercher sur le GitHub d'Amplify, dans la branche master, qui est la branche courante où se font les développements là pour le moment. En réalité, vous allez plutôt prendre une version spécifique. La version actuelle, c'est 1.0.1 et bientôt, j'espère qu'il y aura 1.0.2 normalement ce soir avec les bug fixes dont on a besoin. Mais les bug fixes sont déjà dans la branche master ici, donc ça, c'est la bonne version. Et puis, comme d'habitude avec pod, une fois qu'on a fait ça, on fait pod install et il va télécharger à partir de Git les dépendances. Et il nous met quelques erreurs, quelques warnings également, mais on peut ignorer ces warnings. Donc là, on n'a rien fait de spécifique à Amplify, on a juste utilisé CocoaPod pour télécharger trois sous-groupes de librairies d'Amplify, Amplify Tools. Une fois qu'on a fait ça, on va déjà s'assurer qu'on n'a rien cassé, donc on va relancer Xcode, xhead, point. Il va normalement détecter le projet et l'ouvrir tout seul. Si vous voulez ouvrir le projet vous-même, vous allez remarquer que CocoaPod a créé, j'avais dans ma bonne librairie ici, a créé 2 fichiers, un fichier de projet et un fichier workspace. C'est le workspace qu'il faut ouvrir. Là de nouveau, c'est rien de spécifique à Amplify, c'est Xcode, c'est CocoaPod,
Donc c'est un workspace où vous allez trouver une partie ici qui sont vos pods avec le pod file et une partie ici qui sont mes codes sources dans Landmark. Ok. Une fois qu'on a ouvert ça, vous vous souvenez qu'il y avait deux petites erreurs par CocoaPod. On va corriger ces erreurs. Alors corriger ces erreurs, c'est simplement aller remettre les bons targets dans la config du projet. Donc si vous me suivez là à l'écran, vous cliquez sur le nom du projet ici en haut à gauche, Handling User Input. Vous cliquez sur Project et vous ouvrez les deux lignes Debug et Release. Et pour chaque target, celui avec la petite cible rouge, vous allez remplacer le target sample code par le pod landmark. Alors pour debug, vous prenez debug, et pour la ligne release en dessous, vous prenez release. Ok? Donc je répète la manip, c'est cliquer sur le nom du projet ici en haut à gauche de Xcode. Sur la fenêtre de projet, cliquez sur le nom du projet, pas le target. Hein. Quand ça s'ouvre, c'est le target qui est sélectionné. Là, vous choisissez Handling User Input. Puis vous ouvrez les deux petites flèches Debug et Release en configuration. Et sur la ligne Landmark, celle avec la petite cible rouge, dans la liste ici à droite, vous allez remettre le correct target de configuration file, donc pod Landmark et pod Landmark Release et pod Landmark Debug. Si vous êtes bon là, hop, un petit build, et ça devrait tout donner bon sans erreur. Ça prend un peu de temps à compiler la première fois parce qu'on a téléchargé les pods et les pods sont en fichier source, hein, c'est pas des binaires. Donc tout ça, c'est des fichiers sources Swift qui doivent être compilés. Il y a un peu plus de 1000 fichiers à compiler, je crois. J'ai 815 tâches. 824. Donc ça prend, en fonction de la vitesse de votre Mac, ça prend un peu de temps. Je retourne voir dans les questions s'il n'y a rien. Unable to load content of file, target support file, pod landmark framework, debug input file, XC file list. Ah, ok, c'est bon. Parfait. J'adore les questions qui se résolvent d'elles-mêmes. Une fois qu'on a fait le build et que le build fonctionne, voilà, moi j'ai mon build Succeed, j'ai un vieux Mac très lent, donc je suppose que les autres sont déjà finis. Une fois qu'on a fait le build, on revient sur un terminal et on va initialiser Amplify. Alors initialize Amplify, ça veut dire juste créer la structure de directory, les fichiers de config dont il a besoin. Donc Amplify init. Une fois qu'on fait Amplify init, il nous demande un nom pour notre projet. Là, il prend le nom de la directory. Moi, je vais mettre plutôt Amplify iOS Workshop. Il nous demande un nom pour un environnement, parce qu'Amplify supporte multiples environnements. On peut avoir dev, test, prod. Il se base sur les branches Git pour faire ça. Il nous demande un éditeur de texte, parce qu'il y a certaines commandes Amplify qui ouvrent un éditeur de texte. Ici, sur Mac, on pourrait dire allez, Atom. Et puis, il nous demande le type d'application qu'on est en train de builder. Donc, Amplify supporte les applications web avec JavaScript, les frameworks React, Angular, Vue, Android et iOS. Ici, il a détecté tout seul comme un grand qu'on était dans un projet iOS. Là-dessus, il nous crée un minimum d'infrastructure sur notre compte. Donc, il va créer... Là-dessus, il nous demande un profil. Donc, les profils, c'est ce qu'on tape sur la ligne de commande AWS. Il regarde tous les profils qui sont dans ma config. Et souvenez-vous, moi j'en ai un qui s'appelle Workshop que j'ai créé juste pour cela, mais ça pourrait être défaut par exemple. Donc moi je vais utiliser mon profil Workshop. C'est le choix du profil qui va dire sur quel compte vous allez sur quel compte AWS vous allez aller et sur quelle région vous allez aller, puisque c'est en fait la même configuration que la ligne de commande AWS. Donc là, en ayant choisi mon profil Workshop, je vais aller sur le compte de prêt que j'ai pris sur l'Event Engine ici et la région Francfort. A priori, le projet fonctionnera partout.
les instructions partout où les services fonctionnent, où les services sont déployés. Donc, AppSync n'est pas déployé à Paris, donc ne choisissez pas la région Paris pour déployer ce workshop. Les instructions ici, c'est Francfort pour l'Europe, Ohio pour les US. Ça a été uniquement testé sur celle-là. Il y a des régions où ça marchera pas parce que certains services ne sont pas là. Paris, typiquement, avec AppSync qui manque aujourd'hui sur Paris. Une fois qu'on a choisi le profil, il exécute un CloudFormation template au fait, et il nous crée quelques rôles, il nous crée un bucket, ici il s'appelle Amplify iOS Workshop, Dev, et puis un numéro derrière, pour pouvoir déposer des artefacts de déploiement, etc. Donc aucune infrastructure vraiment créée, juste quelques rôles IAM qu'on effacera évidemment plus tard. Ah oui, voilà, je reviens sur le chat, je vois ta question Vincent qui dit inaccessible host. Il faut que je change. Effectivement, il y a des services qui ne sont pas disponibles à Paris. Alors pour changer la région, c'est très simple. Tu prends dans ta directory home .aws config et tu auras toute une série de profils. Alors moi j'en ai beaucoup, j'espère que tu en as moins. Et tu peux simplement faire région égale EU centrale 1 dans le profil que tu utilises. Par exemple, si on va voir mon profil workshop, qui est ici, on voit que j'ai région égale EU centrale 1. EU centrale 1, ça veut dire que c'est Francfort. J'espère qu'on peut copier-coller du chat. Ouais, je l'ai mis dans le chat. On peut copier-coller. Et donc, après avoir changé ça, il suffit de refaire un Amplify init, de repasser à travers les questions. Et une fois que les questions sont passées, je vais me sortir cette fenêtre CloudWest, et la mettre tout à fait à gauche ici, juste comme ça je verrai le chat en permanence. Et les instructions en permanence. Donc je vais t'attendre un peu, Vincent. Je te laisse faire la manip. Donc je répète le fichier à ouvrir. C'est dans la home directory. Il y a une directory cachée qui s'appelle AWS config. S'il n'existe pas, ça veut dire que tu n'as jamais utilisé la ligne de commande CLI. Et donc ça peut se créer avec AWS configure. Mais il faudra connaître une access key, secret key pour accéder au compte. Et cette access key, secret key, il faut aller la chercher dans sa console. Alors, je peux montrer comment faire ça dans la console. Là, sauf que... ah oui, j'étais encore logué sur une autre session. Donc, il faut se connecter dans sa console. Ok, ça a l'air d'être bon, parfait. Oui, si Amplify est en train de... Si tu vois ces lignes-là à l'écran, les create, creating progress, etc., c'est que, a priori, c'est passé. Juste, si quelqu'un regarde la vidéo plus tard, je me connecte. Ici, pour montrer où on crée une access key, secret key, on va dans IAM. On choisit son user si on s'est connecté avec un user, ou on crée un user. Moi, mon user, c'est SST. Et dans Security Credentials, on peut créer une access key, secret key. Si vous en avez déjà une, vous ne pouvez pas retirer le secret key. On peut l'avoir uniquement au moment de la création, donc il faudra en créer une nouvelle de toute façon. Voilà, donc on va continuer nos instructions, maintenant qu'on a notre Amplify init. Alors, Amplify init, dans la directory du projet, ici à droite de mon écran, il a été créé 2 fichiers de configuration
.json qu'il a été rajouté. Un AWS configuration.json et un amplify configuration.json. Ces deux fichiers, ils vont contenir les adresses des services qu'on va appeler sur le back-end. Donc c'est dans ces fichiers qu'au fil du temps, il va rajouter l'adresse de l'API, l'adresse de Cognito, etc. Donc c'est important que l'application ait accès à ça. Il faut mettre ces fichiers dans l'application. Et le plus simple, c'est de sélectionner ces deux fichiers, Amplify Configuration et AWS Configuration, et de faire un drag and drop dans mon projet sous Xcode. Alors moi, je le mets ici juste au-dessus de landmark, mais a priori, vous pouvez le mettre n'importe où. C'est pas nécessaire de les copier, il peut les prendre à partir de là où ils sont, donc assurez-vous que cette box-là soit désactivée. Désactivée, c'est important. Copy items if needed doit être désactivé. Et puis on clique Finish. Pourquoi? Parce que si on les copie, il va prendre la version telle qu'elle est maintenant, mais Amplify va continuer de rajouter des informations au fil du lab. Et donc, si on a une copie, la copie ne sera pas mise à jour. OK. Et de nouveau, on build. Et a priori, si on a déjà fait le build avant, il ne devrait rien se passer. On devrait juste avoir un build succeed. Donc là, on a juste rajouté, qu'est-ce qu'on a fait? Je fais un petit récap de ce qu'on a fait. On a juste rajouté un pod file avec les dépendances pour Amplify. On a initialisé notre projet Amplify en ligne de commande. À tout moment, on peut cliquer Amplify Status pour voir les services qui sont déployés. Pour le moment, il n'y a rien déployé, donc il va mettre un peu de temps, et puis il va nous dire « Ah non, il n'y a rien », voilà. Enfin, c'est sa manière à lui de nous dire qu'il n'y a rien. Et on a rajouté deux fichiers de config. Pourquoi deux? Parce qu'il y a un legacy et un nouveau. Amplify, c'est le nouveau, et il y a un legacy qui doit être là aussi. Qui pour le moment sont quasiment vides, puisqu'on n'a pas défini de service. Bien, c'est bon? Si oui, on va rajouter la première phase qui est User Authentication. Alors, pour rajouter la User Authentication, parfait, merci de confirmer, ça me donne du feedback, ça me donne le rythme sur lequel je peux avancer. Donc on va se rajouter un back-end d'authentification, je l'ai déjà nommé, il s'appelle Amazon Cognito, c'est un service managé pour gérer les utilisateurs. Pas les utilisateurs du compte AWS ou les administrateurs système, mais vraiment les clients de l'application. Je ne vais pas faire un cours complet sur Cognito, mais enfin c'est un serveur hôte, il fait de la fédération d'identités, soit en tant que client vers Facebook, Google, soit en tant que serveur lui-même pour être lui-même dans un scénario de fédération. Pour ajouter Cognito, on va utiliser Amplify, on va dire add hôte. Donc Amplify a quelques commandes, add, remove, update, et puis le nom de la catégorie de la ressource qu'on veut rajouter. Il y a API, il y a authentification, il y a storage et d'autres. Ici, on va rajouter de l'authentification. Alors, Amplify va nous demander 4-5 choses. C'est important de respecter ce qui est marqué dans les instructions du workshop, mais on peut les faire ensemble. La première question, c'est est-ce que vous voulez une config par défaut ou une config avec Social Provider? Ici, je vais utiliser Social Provider parce que si vous regardez le point 6 du workshop, c'est Add Identity Federation. Il y a des instructions pour faire Login with Facebook dans le workshop. Et donc, on va faire une configuration avec la fédération d'identité, même si dans un premier temps, on ne va pas l'utiliser. Comment est-ce qu'on veut que les utilisateurs fassent leur signing? On a le choix, on peut faire username, email, phone number ou email et phone number. Ici, je voudrais que mes utilisateurs ils s'authentifient avec un username. Est-ce qu'on veut plus de settings avancés? Non, c'est bon pour le moment. Quel domaine on veut utiliser? Puisque Cognito permet de faire de l'authentification avec sa propre interface web, sous le domaine amazonaws.com. Il demande quel est le préfixe, quel est le nom de host qu'on veut là-devant. Alors ça compte pas vraiment parce que dans Cognito, on peut de toute façon aller mettre son propre nom de domaine, masociété.fr. Donc je prends le défaut ici, c'est très bien. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il soit unique, mais a priori, Amplify s'est occupé de ça. En cas d'authentification successful, où est-ce que je veux être redirigé? Ici, je vais être redirigé vers mon application, donc on la configurera plus tard, mais on crée une URI qui n'existe pas, a priori, landmarks au pluriel,
// et on ira configurer l'application pour réagir à cette URI. Est-ce que quand je veux une autre? Non. Quelle URI de redirect après un logout? Oups, attention aux fautes de frappe. La marks // est-ce que j'en veux une autre? Non. Avec quel social provider est-ce que je veux faire de la fédération? Pour le moment, on va en choisir aucun. Sinon, on peut aller avec les flèches vers le haut, vers le bas, et la barre d'espacement pour en sélectionner un ou plusieurs. Mais pour le moment, j'en prends aucun. On rajoutera ça dans le chapitre 6 du workshop, qui est rajouter l'identité, la fédération d'identité. Pourquoi? Parce que ça demande un peu de configuration côté cible, donc côté Facebook, Google, et je ne veux pas faire ça là maintenant. Si vous avez successfully added resource, en fait, ce qu'il a fait là, Amplify, il a juste préparé des fichiers de config en local sur mon laptop pour décrire l'infrastructure que je veux. Et maintenant, il faut créer cette infrastructure dans le cloud. Il faut exécuter mes fichiers. Et donc ça se fait avec la commande amplify push. Donc vous pouvez taper amplify push. Alors, Amplify Push, moi j'ai toujours tendance à la taper et puis aller faire autre chose, parce que je sais que ça prend quelques minutes. Mais il y a un truc à pas oublier, c'est qu'il demande confirmation. Et on voit ici qu'il va créer une catégorie qui s'appelle la catégorie authentification, Amplify iOS Workshop, Create. Est-ce que c'est bien ça que je veux? Oui, c'est ça que je veux. Et là, ça va prendre quelques minutes. Pendant ces quelques minutes, je vais vous expliquer ce qu'il est en train de faire et peut-être un peu montrer Cognito également. Donc là, ce que fait Amplify, il nous génère un fichier en toute transparence. Hein. Si vous allez voir dans la directory Amplify, Backend, vous voyez maintenant il y a une directory haute et il y a un fichier YAML qui a été configuré qui correspond à une description de l'infrastructure Cognito que je voudrais dans le cloud avec tous les paramètres que j'ai rentrés en ligne de commande. Et là, il est en train d'exécuter cette infrastructure pour moi. Alors, oups, pardon, j'ai perdu mon micro. Désolé si ça fait un peu de bruit dans les oreilles. Le temps de rattacher. Clics. Voilà. Il est en train d'exécuter et il utilise un service qui s'appelle CloudFormation. Donc, CloudFormation, c'est un service qui justement prend une description texte JSON ou YAML de l'infrastructure que je veux créer et créer cette infrastructure pour moi. Donc, c'est un moyen de faire une infrastructure as code. Vous décrivez votre infrastructure en YAML et vous l'exécutez dans le cloud. Ça évite de devoir cliquer 15 fois dans la console, de se gourer. Ça permet de répéter ces infrastructures aussi d'un environnement à l'autre ou d'une région à l'autre. Donc, tout ce que fait la ligne de commande Amplify, c'est générer ces fichiers YAML et puis les exécuter pour moi avec CloudFormation. Donc, ils n'ont pas réinventé la roue. Si on va dans le compte, alors je vais faire un logout de mon compte à moi. Si on va dans le compte AWS où il est en train de déployer ça, et que vous êtes dans la bonne région, c'est important de sélectionner la bonne région, a priori c'est Francfort, que vous choisissez CloudFormation, vous allez voir qu'il y a des templates CloudFormation qui sont en train d'être exécutés, et on voit le résultat d'ailleurs sur la ligne de commande ici. Ah, oui. Sur l'Event Engine, j'ai pas les droits d'aller voir les templates CloudFormation. Donc j'ai un écran vide, parce que j'ai juste les droits pour suivre les instructions qui sont dans le workshop. C'est pas une instruction du workshop, donc j'ai pas les droits de le faire. A priori, chez vous, vous devriez le voir. Et je pourrais aller dans mon compte à moi. Je dois encore avoir un qui traîne de mon test de ce matin que j'ai pas encore effacé. Donc on va voir là à quoi ça ressemble. Hop, je me reconnecte sur mon compte à moi. Et je vais chercher CloudFormation à Francfort, et voilà. Donc, il y a un premier template, c'est l'Amplify Init qui a été fait. Et puis, on voit ici Amplify iOS Workshop Dev, où là, il a été créé toute une série de ressources, des rôles, évidemment Cognito lui-même et d'autres choses. À la fin, vous devriez avoir ceci, HostUI Endpoint, c'est l'adresse où vous pouvez authentifier vos utilisateurs. Si on clique dessus, on devrait tomber sur la page de login de Cognito. Et puis, ah oui, donc pas sur celle-là, pardon, ça c'est l'adresse. La première, c'est l'adresse API. La deuxième, vous pouvez cliquer dessus et vous devriez tomber sur une page comme ça.
sign in with your username and password, ça veut dire que Cognito a été correctement déployé pour vous. Et on peut le voir dans la console, si on va dans Cognito, de nouveau pas sur l'Event Engine, on clique sur Manage User Pools et on devrait voir les user pools. Ici j'en ai 2 parce que j'ai testé plusieurs fois le workshop et je ne sais plus c'est lequel le dernier. Voilà, je devrais effacer tout ça quand j'aurai fini le workshop. Comment est-ce que je peux savoir lequel? Il doit y avoir quelque part l'heure à laquelle il a été créé. Je devrais pouvoir trouver ça en fonction de l'heure. En principe, vous en avez un, et c'est là que vous avez tous les réglages de Cognito, mais on ne va pas aller faire ça dans la console, on va continuer de gérer Amplify ici. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on a le back-end d'authentification qui existe, et donc maintenant il faut écrire un peu de code, il n'y a pas de magie, pour faire l'authentification des utilisateurs. Alors on va faire quelques changements à la plateforme, au code d'exemple d'Apple. On va rajouter un point d'entrée qui est le landing view, la page d'atterrissage, la première page, la première view qui va être montrée par l'interface graphique. Et cette view, elle va me servir d'aiguillage. Elle va regarder, tiens, est-ce que l'utilisateur est authentifié, oui ou non? Si oui, eh bien, j'envoie sur Landmark List, la page traditionnelle d'Apple. Sinon, j'envoie sur une autre view que je vais créer, le login view, qui dans un premier temps sera l'interface web. Mais ça pourrait être une view custom, c'est ce qu'on fera dans l'exercice 7. D'accord? On va devoir aussi écrire du code qui appelle Cognito, qui appelle l'API sign in, sign out de Cognito. Et j'ai choisi, mais c'est mon choix, de mettre tout ce code dans app delegate parce que c'est plus facile pour les copier-coller. En réalité, j'aime bien app delegate parce que c'est un endroit facile qu'on peut retrouver depuis n'importe quelle view. On peut retrouver l'objet app delegate et appeler des méthodes back-end dessus. Dans l'organisation de vos fichiers, dans un vrai fichier, un vrai projet, vous n'allez probablement pas tout mettre dans un seul fichier, mais avec Swift, vous pouvez faire des extensions à la classe AppDelegate, et donc vous pourriez avoir AppDelegate plus Authentication pour le code d'authentification, AppDelegate plus API pour le code API, et ainsi de suite. Ici, pour des facilités de copier-coller, je mets tout dans AppDelegate dans un seul fichier Swift. Première chose à faire, on va rajouter la librairie client dans notre pod file. Donc elle s'appelle, c'est la dernière ligne ici, AWS Cognito Auth Plugin. Et comme d'habitude, on peut copier cela depuis le workshop et coller dans un terminal. Et si on regarde dans Xcode, on obtiendra, dans le pod file, il est là, on a la bonne version du pod file ici, on a bien AWS Cognito Auth Plugin. Et comme d'habitude, quand on change le pod file, on refait un pod install. Voilà. Le reste de ce chapitre, ça va être du pur code Swift. On va faire quelques changements. Le premier changement, on va aller rajouter un flag qui dit si l'utilisateur est connecté ou pas. Alors, Apple a eu la bonne idée, je trouve que c'est une bonne idée de design, d'avoir dans leur modèle un objet user data qui représente les données de l'utilisateur. De nouveau, on peut enlever le canevas en cliquant sur Editor Canvas, et on a un peu plus de place pour coder. Dans le user data, on voit si on veut montrer les favoris only, et on a la liste des landmarks qui est initialisée au bout de l'application. Donc ici, je sélectionne tout et je paste ma version, copiée d'ici. Donc vous pouvez toujours copier en haut à droite des écrans noirs, comme ça, copier le texte. Et moi, je rajoute juste un flag booléen qui dit est-ce qu'on est connecté ou pas. C'est ça qu'on va utiliser pour faire l'aiguillage dans la view. Alors, dans AppDelegate, on va rajouter le code de Cognito. Alors, je vais d'abord le faire, et puis je vais expliquer le code. Donc, je copie l'entièreté du AppDelegate. Je n'oublie pas de sauver ici. J'ouvre mon AppDelegate, je sélectionne tout, et je remplace par le code du workshop. Alors là, ça mérite quelques explications, donc allons-y. Première chose que je fais, je configure Amplify. Donc dans le did finish launch, je vais rajouter un Amplify add plugin. Donc pour chaque catégorie, authentification, API, stockage, ce sont des plugins, des librairies séparées, ce qui permet de charger dans votre code uniquement les librairies dont vous avez besoin et pas faire des binaires trop grands. Ensuite, on appelle Amplify Configure. Et Amplify Configure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire ce fichier de configuration et donc il aura tous les ID
les URL, etc., où les plugins doivent se connecter pour parler avec le backend. Ensuite, je vais vérifier si l'utilisateur est déjà authentifié, parce que quand on revient, tant qu'on ne fait pas un sign-out, si on sort de l'application sans faire un sign-out, on reste authentifié. Et donc, j'ai fait une petite méthode ici, quelque part, qui vérifie si l'utilisateur est déjà sign-in. Et je le fais en appelant une méthode d'Amplify, amplify auth, fetch auth session. Si l'utilisateur enfin, quand on revient, je fais une mise à jour de l'interface graphique avec le flag qui dit si on est signed in ou pas. Donc c'est juste pour envoyer vers la liste de landmarks quand on est authentifié ou vers l'écran de login quand on n'est pas authentifié. Notez que c'est asynchrone ici. Donc l'update de user interface se fait en façon asynchrone sur une thread background. Et update UI, tout ce qu'il fait, c'est sur la thread principale, il va changer le flag is signing dans user data. Et ça suffit pour updater l'interface graphique, parce que regardez, notre flag ici, il est published, et c'est une des beautés de Swift UI, c'est d'avoir ce mécanisme de notification, d'observation et de souscription, où l'interface graphique va recevoir un événement qui dit tiens, les données ont changé, et donc elle va se rafraîchir, et en fonction du flag ici, elle va montrer un écran ou l'autre. Alors, je vais montrer ça dans une seconde. Quel code on a rajouté aussi? J'ai rajouté un listener. Donc dans Amplify, il y a un hub qui reçoit des événements de différentes librairies d'Amplify, et donc votre code peut réagir à ces événements. Donc tout ce que je fais ici, j'initialise ce hub, et je dis listen sur les événements liés à l'authentification. Et les événements d'authentification, ben, ils sont dans la doc, j'ai mis le lien vers la doc là. Il y a quoi? Il y a signed in, donc ça c'est la méthode qui va être appelée si l'utilisateur tout d'un coup il est sign in, sign out et session expire. Et chaque fois ce que je fais un update UI pour que s'il y a un sign out ou session expire, que l'interface graphique se verrouille et qu'on revienne à la page de login. Si c'est un sign-in, je fais un fetch user attribute aussi, qui me permettra d'aller chercher les user attributes, donc le prénom, le nom, l'adresse email, en fonction de ce qui est défini dans Cognito. Et ici, j'en fais rien, je fais juste un print sur la console, mais a priori, vous pourriez en faire d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai déjà montré Update UI, j'ai déjà montré Check User Sign-in. Il reste Authenticate, donc Sign In. Ici, avec l'interface graphique de Cognito, c'est ce qu'on appelle la Hosted User Interface, donc l'interface web de Cognito. Et donc, c'est juste une méthode à appeler, Amplify Auth, Signing with Web User Interface. Je donne la fenêtre qui sera l'encre de cette fenêtre. Et je donne une fonction de callback qui, pour le moment, ne fait rien. Hein. Elle fait juste Signing Succeed ou Sign In Fail. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait rien, cette fonction? Vous pourriez vous poser la question en disant, dites, pourquoi vous ne changez pas l'interface graphique à cet endroit-là? Parce que je l'ai déjà fait dans mon hub. Donc, une fois que cette fonction revient et que j'ai un signing succeed, j'ai aussi l'événement sign-in qui va être publié à l'application. Et dans le hub, de façon centralisée, je rafraîchis l'interface utilisateur. On pourrait imaginer qu'il y ait plusieurs points d'entrée vers la fonction sign-in. Comme ça, je n'ai qu'un seul endroit ici où je mets à jour l'interface graphique. Et puis, j'ai rajouté aussi une fonction sign-out pour pouvoir faire le sign-out, où j'appelle simplement amplify auth sign-out en passant un callback qui nous dit si c'est success ou failure. Voilà, c'était un peu beaucoup, mais c'est la première fois qu'on rajoute l'initialisation d'Amplify et le hub, etc. Les autres changements seront plus légers. Dans le lab, il y a une description ligne par ligne de tout ce qu'on a changé, évidemment, tout ce que je viens d'expliquer ici. Maintenant, le reste, c'est du pur Swift UI. On va créer deux classes. Une qui s'appelle User Badge, qui sera un gros écran de login, et une qui s'appelle Landing View, qui est ma vue d'aiguillage. Alors l'écran de login, c'est juste deux ou trois ronds l'un dans l'autre, avec un peu d'ombre et tout. Je ne suis pas un graphic designer, donc j'ai fait de mon mieux. Je copie le code dans le lab, je clique commande N ici, ou File New Swift File. Je choisis Swift File. Je tape le nom de ma classe, User Badge. Les noms de fichiers ne sont pas importants, mais les noms des classes dans les fichiers sont importants.
je sélectionne tout et j'efface ce qu'il m'a donné et je mets mon code à la place. Et je fais la même chose pour le landing view. Je copie la landing view du lab et je crée mes deux fichiers landingview.swift, Swift file, landingview.swift. J'efface ce qui est fourni et je mets mon fichier à la place. Alors là, la landing view, ça vaut la peine qu'on s'y arrête 2 secondes, puisque l'interface graphique souscrit à l'objet user-data. Donc, elle définit un objet user-data qui sera injecté automatiquement par SwiftUI et la vue sera notifiée à chaque fois que cet objet va changer. Donc, par exemple, quand on passe de non signé à signé, la vue va se rafraîchir. Et la vue, c'est quoi? De nouveau, c'est un stack avec une condition qui dit si on est signed in, alors on montre un gros bouton qui est mon user badge, mon gros bouton avec les ronds qu'on vient de créer avant. Et quand on clique sur ce bouton, on appelle sur l'app delegate authenticated with hosted UI. Si on est déjà authentifié, eh ben on affiche plutôt le landmark list en passant aussi le user. Donc c'est vraiment qui va faire l'aiguillage. Si je ne suis pas authentifié, j'affiche le bouton bleu. Si je suis authentifié, j'affiche le landmark list. Et ça va changer tout seul. Il me suffira de changer userdata.isSignIn et la vue se rafraîchira automatiquement. C'est la beauté de Swift UI. Alors, il reste encore une chose à changer, 2 choses à changer. La première chose, c'est le scene delegate. Le scene delegate, c'est le point d'entrée dans l'application. C'est la première classe qui est appelée. Et dans le scene delegate, vous voyez qu'on crée une fenêtre et qu'à cette fenêtre est associé le landmark list. Et moi, maintenant, je ne veux plus aller sur landmark list. Je veux aller sur mon landing view qui fera l'aiguillage. En fait, j'aurais pu faire l'aiguillage dans landmark list aussi. J'ai choisi de le faire dans landing view. Je trouve que c'est un peu plus propre. Donc ici, je copie le code, je sélectionne tout et je remplace par mon code. Et regardez la différence. Donc je crée une fenêtre, ça c'est comme avant. Mais cette fenêtre, on lui donne comme hosting controller le landing view et je passe en paramètre le app user data qu'on a reçu ici. Je vous avais dit, app delegate, c'est un objet qu'on peut récupérer de partout en faisant UI application.share.delegate. OK? Et donc c'est comme ça que ma landing view sera la page d'atterrissage et elle va faire la bascule entre la vue authentifiée et la vue non authentifiée. Dernière chose à changer, on va rajouter un petit bouton de sign out en haut à droite de la liste. Alors la liste, elle est dans landmark list. De nouveau, je copie la totalité du code de mon lab, je sélectionne la totalité du code de landmark list et je remplace. Et qu'est-ce qu'on rajoute ici? On rajoute une vue qui s'appelle sign out button. Quand on clique sur ce button, ça appelle la méthode sign out de l'app delegate. Très pratique. Et je rajoute mon sign out button dans la navigation bar ici. Donc voilà, à la trailing, donc ce qui est à droite, on rajoute sign out button qui est construit à partir de cela. La toute dernière chose à changer, vous vous souvenez quand on a configuré Amplify ici, il nous a demandé les URL de redirection en cas de succès de login ou de logout et on avait mis landmarks //. Donc il faut qu'on configure notre application pour que ça soit cette application-là qui gère les calls aux URL landmark. C'est quelque chose d'assez standard en iOS. Ça se fait dans info plist. Alors, on clique sur info plist. On fait open as source code. Et ici, c'est la seule exception. Vous ne pouvez pas copier la totalité du fichier parce que le fichier est un peu long. Et donc, il faut vraiment prendre la partie qui est sélectionnée ici et la rajouter au début de votre dictionnaire XML dans info plist. Donc au final, vous devez avoir plist, dict, et puis la partie key, array, et puis tout le reste qui était là avant. N'oubliez pas de sauver ça aussi. Bon, ça fait pas mal de changements tout ça. On va exécuter. Je fais commande R pour compiler et exécuter tout ça. Je vais montrer que ça marche.
déjà on a un build exit, c'est bien. Et puis je vais récapituler tous les changements qu'on a fait. Alors si on va voir ici, je ne sais pas pourquoi l'application met aussi longtemps à démarrer sur mon simulateur. Voilà. On voit ici qu'il a fait le configuring et qu'on a un amplify initialized. J'avais une session qui traînait sur mon simulateur, donc il me l'a repris. Mais normalement, vous devriez arriver à ça. Alors quand on clique là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un message de warning qui dit qu'on va sur un site web, ça on ne peut pas l'enlever, c'est iOS. Je clique continue, c'est Safari qui s'ouvre et j'arrive sur la page d'authentification. Donc sans écrire une ligne de code, enfin si j'ai écrit une ligne de code pour déclencher ça, mais j'ai une page de login avec username password, j'ai le flux forget your password, j'ai le flux sign in et j'ai le flux sign up. Donc pour le moment il n'y a pas d'utilisateur dans Cognito, donc je clique sur sign up pour enregistrer un utilisateur. Souvenez-vous qu'on a demandé une authentification par username, donc il me demande un username, je vais mettre Sebsto. Il me demande une adresse email, donc je vais mettre sebastienstormac@ on va prendre gmail.com et un super password secret. Et je fais sign up. Et là, Cognito tout seul m'envoie un email pour vérifier que c'est la bonne adresse email. C'est un comportement par défaut créé par Amplify. Vous pouvez changer ça évidemment dans Cognito. Mais ici, on voit que j'ai bien reçu mon verification code et vous devriez en recevoir un également. J'ai fait un copier-coller du verification code. Oups, je n'ai pas l'impression qu'il a pris le bon code. On va refaire ça. Ça devrait être plus court. Voilà, et je fais confirmation du compte. Et en faisant confirmation du compte, il m'authentifie également. Et il me charge les données qui, pour le moment, sont toujours hard-codées, évidemment. Et je peux voir mes différents landmarks avec la carte, etc. Si j'arrête l'application et que je redémarre l'application, je suis toujours authentifié. Donc, j'arrive directement sur cette view-ci. Tant que je n'ai pas fait sign out, si je fais sign out, je suis de nouveau redirigé sur la page de Cognito et il y a un sign out et puis je suis redirigé là-dessus. Ce changement-là, il va changer quand vous prendrez la librairie de ce soir. On fait un nettoyage un peu plus propre sans passer par la page web. Donc l'expérience sign out sera plus propre. Attendez le release Amplify qui viendra ce soir. Une fois que je suis sign out, je peux faire un sign in again avec mon username et password. Évidemment, il ne faut pas avoir des fat fingers et pas se tromper dans son mot de passe. Et si on tape le bon mot de passe, on retombe sur le landmark list. Ok, je vais faire un petit récap de ce qu'on a changé dans ce chapitre 3. Et puis, peut-être vous laisser le temps de suivre, de taper du code, et quand vous pensez que c'est bon, enfin Vincent, quand tu penses que c'est bon, tu me fais un petit signe dans le chat. C'est déjà bon. Ok. Donc recap, on a fait quoi? On a fait Amplify, add auth et répondu aux questions de la ligne de commande Amplify, et puis Amplify push pour créer un back-end d'authentification dans le cloud avec Cognito. Et côté client, désolé, il y a eu beaucoup de changements, mais on a rajouté les librairies clientes d'authentification dans le pod. On a rajouté du code qui interagit avec Cognito dans notre app delegate, un event hub qui écoute les événements d'authentification et une méthode de sign-in et de sign-out. Et puis on a rajouté un tout petit peu de code pour générer l'interface graphique, pour avoir l'écran de landing, l'aiguillage vers soit la liste de landmarks, soit l'écran de login. Pour le moment, l'écran de login, j'ai choisi d'utiliser la web interface de Cognito parce que c'est ce qui demande le moins de code côté client. Plus tard, dans la version, dans le point 7 ici, on construira notre propre user interface en Swift pour faire le login. Cool.
Merci Steve. Si vous êtes arrivé en cours de route, bienvenue. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, je garde un œil sur le chat. Ça va être dur de rattraper maintenant, mais les instructions du lab seront toujours ici et sont toujours ici. Vous pouvez juste regarder la vidéo et suivre les instructions pendant que moi je vais dans le lab, ou vous pouvez prendre le lab plus tard quand vous le souhaitez. Voilà pour ceux qui suivent. Étape suivante, on va ajouter un Data API. Donc on va rajouter un backend d'API avec une base de données pour que cette belle liste de landmarks ici, elle ne vienne plus d'un fichier JSON inclus dans l'application, mais que l'application la demande au moment du démarrage de l'application. Alors pourquoi GraphQL et pas REST? Parce que j'avais envie, simplement. GraphQL est un style d'API qui se prête bien au développement full stack, au développement d'applications centrées client, centrées data, où c'est le client qui va demander la liste des données qu'il a besoin de prendre sur le serveur. On va regarder ça. Et GraphQL a un service managé sur AWS qui s'appelle AppSync. Donc c'est un service, il n'y a rien à installer, vous y accédez, vous le configurez, vous y accédez, qui est une passerelle entre vos clients qui vont parler GraphQL et vos bases de données. Merci Steve d'être là pour me supporter. Donc rajoutons cette API. Alors, comme pour l'authentification, on va utiliser la ligne de commande Amplify add API. Et comme pour l'authentification, Amplify va nous demander quelques questions. Donc, Amplify supporte les deux, REST et GraphQL. Ici, j'ai choisi, et je répète, c'est un choix de design purement subjectif d'utiliser GraphQL parce que c'est nouveau et je voulais vous montrer un truc nouveau et cool. Vous donnez un nom pour votre API, Amplify iOS Workshop, c'est très bien, et vous indiquez comment vous souhaitez authentifier les utilisateurs avec une API key, autant dire pas d'authentification, avec un Cognito User Pool, avec des Access Key, Secret Key IAM ou avec un token OpenID Connect que vous auriez obtenu ailleurs. Ici, on a un tout nouveau Cognito User Pool, on vient de le créer, donc on va l'utiliser et on va restreindre l'accès à notre API aux utilisateurs qui sont authentifiés sur Cognito. Est-ce qu'on veut quelques additional change? Je pense pas. Enfin, disons oui. D'autres types d'authentification? Oui, on peut avoir plusieurs types d'authentification. Non. Conflict Detection, je ne parle pas de ça, c'est trop avancé. Ça s'appelle Data Store. Faites un Google sur Amplify Data Store, vous trouverez à quoi ça sert. Est-ce que j'ai un schéma GraphQL? Non. Est-ce que je veux être guidé pour créer un? Ben ouais, pourquoi pas. En fait, je vais choisir n'importe quoi ici parce que je vais le remplacer de toute façon. Donc là, il me propose 3 templates, genre to do, block, etc. Allez, hop, on prend le premier. Est-ce que je veux éditer le schéma maintenant? Non. Donc ça, de nouveau, ça me configure mon fichier de config local, Amplify, pour l'API. Ça ne génère pas encore l'API dans le cloud. Avant de générer l'API dans le cloud, on va introduire notre schéma de données. Donc, comme d'habitude, vous copiez-collez ici dans le lab, vous faites un paste dans la console, et ça crée un fichier dans Project Directory, Amplify Backend API, Amplify iOS Workshop, schéma GraphQL. Donc, vous pourrez le retrouver ici dans le Finder. Si vous suivez le même chemin, il est ici. Alors, regardons un tout petit peu ce qu'on a dans ce fichier. On va agrandir la taille de mon écran. On a 2 types de données. Et j'ai suivi exactement la structure du JSON fournie par Apple dans l'exemple. Donc, j'ai défini landmark data avec un ID, un nom, une catégorie, city, state. Au fait, c'est tous les champs qu'il y a dans le JSON d'Apple. Le JSON d'Apple, je rappelle, vous pouvez le voir dans Xcode, landmark, resource, et ça devrait être le premier là. Et donc, c'est les données qu'on a ici. Notez que les coordonnées, c'est un type complexe que j'ai appelé coordinate data. Donc, j'ai un autre type ici où j'ai longitude et latitude qui sont des floats chacun. Ce qui est intéressant, ce sont les 2 modifiers qu'il y en a ici au début, parce que ça, ce sont des métas qui vont donner des instructions à Amplify sur comment générer mon modèle. Le premier dit que landmark data, c'est un modèle. Un modèle, ça veut dire qu'il va être persisté en base de données. Donc, juste rajouter ce petit @ modèle, ça veut dire que
Amplify va créer une base de données DynamoDB, va créer une table pour moi pour stocker cela automatiquement. J'ai rien d'autre à faire que dire @model. Et puis je vais dire qui peut accéder à cela, et donc je rajoute une directive d'autorisation haute qui dit que les données sont privées, donc les données que moi j'ai créées, il n'y a que moi qui peux les modifier. Il n'y a que les gens authentifiés qui peuvent y accéder et qui peuvent y accéder en lecture uniquement. Donc je ne pourrais pas les modifier des données faites par quelqu'un d'autre. Le provider ici c'est Userpool, donc c'est mon Cognito. Il y a d'autres providers également. Basé là-dessus, ben, c'est tout ce que Amplify a besoin pour générer l'API AppSync GraphQL. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Ben, comme d'habitude, maintenant vous suivez, vous connaissez, vous faites un Amplify push. Donc je reviens sur mon terminal et je tape Amplify push. Je rappelle que Amplify Push demande une confirmation, donc attendez qu'il vous demande la confirmation avant de changer de fenêtre et de faire autre chose. Sinon, quand on revient, il attend la confirmation. Alors, il voit maintenant qu'on a deux catégories. On a Auth, il n'y a pas eu de changement sur la configuration d'authentification, et on a rajouté API, et là, il y a un Create. Est-ce que c'est bien ça qu'on veut faire? Oui. Est-ce qu'on veut générer le code? Non, parce que je vais utiliser un autre moyen pour générer le code. Donc, je lui dis non et je le laisse faire ça. Donc là, maintenant, il est en train d'exécuter le template CloudFormation sur mon compte AWS. Et si on va dans la console, de nouveau, on verra sur AppSync, on verra l'API qui est en train d'être configurée. Donc là, je suis sur mon compte à moi. Je vais changer de compte parce que je ne suis pas en train d'exécuter le workshop sur mon compte à moi. Et je vais reprendre le code qui m'a été donné par l'Event Engine où je suis en train de tourner ce lab. Donc je rouvre ma console. OK. Hop. On force à régénérer un lien. Et on se connecte. On est dans la bonne région, Francfort. Je vais sur AppSync. Et je ne sais pas si je la verrai déjà. Oui, elle est déjà là. Je vois que j'ai ici mon API qui est déjà créé. N'essayez pas de l'utiliser tant qu'il n'a pas fini, parce qu'il crée aussi une base de données. Donc si je vais dans Dynamo, je devrais voir, j'espère que j'ai les droits sur ce compte-là, pour voir les tables. Si je clique sur table, oui, je ne suis pas autorisé de lister toutes les tables, parce que dans le compte de prêt, j'ai un set d'instructions extrêmement restreint qui me permet juste de faire les instructions du workshop. Et ouvrir la console DynamoDB ne fait pas partie des instructions du workshop. Donc là, il faut attendre un tout petit peu, parce que vous voyez ici, il est en train de créer la table DynamoDB, il crée des rôles, il crée AppSync, a priori ça c'est déjà fait. Il configure AppSync avec des data sources. Dans AppSync, il y a des data sources qui définissent sur quel back-end l'API doit aller chercher les données. Ça peut être Lambda, ça peut être des autres API, ça peut être DynamoDB. Il crée aussi des resolvers. Les resolvers, c'est ce qui en GraphQL fait le lien entre le serveur GraphQL et les data sources pour transformer le schéma de données qui vient de DynamoDB au schéma de données GraphQL que j'ai choisi. Donc ça prend un peu de temps, mais finalement, ce qu'on a fait, c'est rien. Hein. On a juste fait add API, on a répondu à 3 questions et demie. On a défini notre modèle de données. Ça, c'est la partie sur laquelle vous allez passer un peu de temps, surtout pour avoir ceci correct, avoir les types corrects, etc. Et puis, vous faites un Amplify push. L'étape suivante, quand il aura fini, on va populer cette base de données, parce qu'elle est vide pour le moment. Et donc, j'ai écrit un petit script shell qui lit le fichier JSON fourni par Apple et qui appelle l'API, comme n'importe qui appellerait l'API, pour aller rajouter la dizaine de landmarks qu'on a là dans notre base de données. Voilà, chez moi, il a fini, et il me donne le GraphQL endpoint. Ça, c'est l'adresse, c'est le nom DNS de mon API. Évidemment, je dois être authentifié. Si j'appelle ça, ici, je suis unauthorized exception. Il faut aller mettre dans les headers les bons tokens JWT générés par
par Cognito, et Amplify va faire ça pour nous automatiquement. Ce script ici fait ça automatiquement pour vous aussi. Donc on peut copier ce script-là et taper initdb. Alors il fait un peu de massage à Cognito pour obtenir un token. Je vous passe les détails. Et une fois qu'il a le token, il appelle l'API pour aller chercher, pour aller insérer mes 12 landmarks qui sont dans le projet d'exemple. Si vous êtes curieux plus tard et que vous vous demandez comment ce script fonctionne, j'ai mis une petite description du script, parce qu'il bidouille un peu Cognito en toute légalité, hein, il n'y a rien de non-secure, mais je profite d'être admin de Cognito pour créer un client OAuth juste pour le script. J'utilise ce client OAuth pour m'authentifier, parce que sinon je devrais rentrer un username password. Vous avez remarqué, je n'ai pas rentré mon username password ici pour le script. Il upload les données et puis il efface le client OAuth, comme ça personne d'autre ne peut l'utiliser. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est là? On a notre backend avec une table DynamoDB et GraphQL configuré pour faire servir des API authentifiées. Donc on va jouer un peu avec GraphQL avant de jouer en Swift, et on va aller voir si on peut manipuler cette API. Donc j'ouvre la console AppSync, je clique sur Amplify iOS Workshop, et ici vous voyez à gauche j'ai Queries, et c'est un simulateur de queries. Donc ici je peux aller taper mes queries GraphQL, blablabla. Il y a même du code completion ici, donc je pourrais faire query, et puis je mets le nom de ma query, etc. Et on va tester notre API GraphQL. Alors, comme l'API n'accepte que des requêtes authentifiées, il faut que je me login avec un user pool, et je dois donner le client ID. Ça, c'est pain in the ass. Alors, le username et le password, je le connais. Alors, il y a plusieurs moyens de retrouver le client ID. En fait, il est dans les fichiers de config de Cognito. Hein. Donc, si vous allez dans Xcode, dans Amplify Configuration, vous allez retrouver le client ID. Mais vous voyez, c'est pas facile. Il y a EU central, il y a ici App Client ID. Je pense que c'est celui-là. Pourquoi je pense? Parce que je suis tellement paresseux que j'ai fait un script. Où qu'il est mon lab? Ah, j'ai perdu mon lab. Ça, c'est embêtant. Voilà. En fait, il faudrait que ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Hop, voilà. Donc, je me reprends le lab. Hop, queries. Et je disais, il faut s'authentifier avec un user pool. Et donc, pour le user pool, il nous demande l'app client ID. Si vous connaissez OAuth, c'est le client ID de OAuth. Le username et le password. Le client ID, je disais, on peut le retrouver dans la config d'Amplify, dans Xcode, mais je ne suis jamais sûr duquel utiliser parce qu'il y en a un là, il y en a un là, ouais, ça a l'air d'être le même. Il y a aussi l'app client secret ici. Et donc j'ai écrit un petit script qui va chercher la bonne valeur dans la config et qui me l'affiche sur la console. Donc j'utilise ce script-là pour être certain de ne pas faire d'erreur. Ça s'appelle getAppClient. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que lire le fichier Amplify config et me retrouve le bon client ID. Et apparemment, j'avais raison de ne pas utiliser l'app client ID que j'ai vu là, parce que ce n'est pas celui-là, c'est un autre. Qu'est-ce qui m'a été me sortir là? Il m'a été me sortir 7O4KBM. Qui devrait être ici quelque part. Non, il n'est même pas là, parce qu'il utilise... Ouais, il y a deux app clients qui sont générés par Amplify, et l'application ici en utilise un qui a besoin du app secret. Il y en a un qui n'a pas d'app secret, et c'est celui-là qu'on utilise pour le pool. Non, je ne le vois pas. Donc, je ne sais plus où je vais chercher ce truc-là. On peut regarder, hein, de nouveau, il n'y a pas de secret. Il suffit de regarder le script qui est fourni. Et je vais le chercher. Ah oui, je vais le chercher dans un config caché de Amplify. Ah non, dans l'autre, dans AWS configuration.json. C'est là que se trouve. Non, ça me donne le user pool ID. Ah oui, et puis voilà. Ça me donne le user pool ID. Et puis j'appelle la ligne de commande AWS Cognito IDP pour avoir le client ID. Donc voilà, c'est un peu
c'était un peu difficile et c'est pour ça que je l'ai scripté. Je ne voulais pas faire ça à chaque fois. Donc, l'important, c'est de tourner ce script, d'avoir le client ID et de revenir à ma console ici. Donc, client ID, vous l'obtenez par le script. Username, password, c'est celui que vous avez créé dans l'application iOS. Et on fait login, si tout va bien. On doit pouvoir être logué. Et donc, on va un peu jouer avec la console et on va taper des queries. La première query qu'on va taper, c'est une mutation. Donc, une mutation en langage GraphQL, c'est quelque chose qui change les données. Et on va faire une mutation qui s'appelle create landmark. En input, il va recevoir un create landmark data input. C'est le modèle, vous savez, le modèle que j'ai créé. L'API exact qu'on va appeler, c'est create landmark data. On va passer en paramètre d'input et on aimerait bien recevoir l'ID en retour. Donc ça, c'est ma query. Et vous voyez que cette query, elle a un paramètre qui s'appelle input. Donc ici, en bas, je clique sur query variable et je vais rentrer mon paramètre. Et mon paramètre, sans surprise, il s'appelle input. Et le reste, c'est du JSON. Et donc, c'est tous les champs que je veux rentrer. Name, category, city, etc., etc. Ici, je donne un ID spécial, 99999, comme ça, on le reconnaîtra et on pourra l'effacer plus tard. Donc, je clique sur Play pour essayer ça. Et je vois que l'ID a été créé. Si vous avez les permissions pour aller voir la base DynamoDB, mais moi, je ne les ai pas sur ce compte-ci, vous pouvez lister les tables DynamoDB. Et cliquez sur la table qui a été créée, vous verrez qu'il y a une 13e donnée qui a été rajoutée sur cette table-là. Alors, on peut faire d'autres choses que des mutations. On peut aussi faire une query getLandmarkData, et on va ici filtrer par ID pour aller juste rechercher celle qu'on a créée. Notez que dans l'éditeur, vous pouvez laisser plusieurs queries, et quand vous faites play, il vous demande laquelle vous voulez exécuter. Donc, getLandmarkData me retrouve bien ce que je viens de créer. Je peux aussi lister toutes les landmarks, donc faire un list all, donc c'est une autre API, list landmark data. Il y a moins de paginer ces requêtes, et c'est ce que fait Amplify d'ailleurs, il va rechercher, je crois que c'est 1000 à la fois, il faut paginer. Je fais list landmark data. Une petite seconde, je connectais mon trackpad parce que je viens de recevoir un message qui me dit qu'il n'a presque plus de batterie. Voilà. Comme ça, je pourrais continuer le workshop. Donc, je fais un list all landmark et vous voyez les 13 landmarks qui sont retournés. Et enfin, je vais essayer quoi? Une autre mutation, un delete landmark. Et j'ai, attention, en effacer qu'un seul, il ne faut pas tous les effacer. C'est celui qu'on a créé tout au début. Ding, ding. Mutation delete landmark. Et j'efface mon landmark, pas mon Danemark. J'ai demandé de me retourner tout ça, donc il me retourne toutes les données qui étaient dans la base de données avant que j'efface. Remarquez que si je refais un query sur cet ID-là, en principe, il n'existe plus. Oui, nul, la donnée n'existe plus. Donc je vois que mon API fonctionne. Je vois que c'est très facile de faire du GraphQL et finalement, c'est tout ce qu'on doit faire dans l'application. On doit envoyer une requête HTTP avec ce payload-là et le token JWT de Cognito à notre backend et on obtiendra les données. Évidemment, je ne vais pas coder le HTTP en bas niveau, ni les headers, les librairies AppSync, les librairies Amplify vont faire ça pour moi. Donc le pattern est le même que pour l'authentification. On va faire ça en deux temps. D'abord, rajouter les librairies clientes d'Amplify AppSync dans mon pod et donc en dépendance de mon projet. Ensuite, je vais rajouter du code dans mon application delegate pour rajouter l'initialisation de mon plugin API et surtout pour rajouter du code qui va appeler la librairie cliente. Ici, c'est du code query landmark, et vous voyez, c'est assez simple. Amplify, API, cette fois, avant c'était auth. On va faire ici une query, on peut faire aussi des mutations. La query que je veux, c'est un list, et je donne le type que je vais aller chercher. Si vous avez déjà fait de la programmation sur des bases de données orientées objets, ça ressemble très fort à ça. Il y a aussi moyen de mettre des prédicats pour filtrer la liste, dire voilà, je veux tous les landmarks avec un ID, machin, ou avec la première lettre qui commence par machin. Et vous passez un callback. Et le callback, il sera soit de success, soit de failure. Et si c'est success, ça veut dire que la query au niveau HTTP a réussi. Ça ne veut pas nécessairement dire que les données sont dedans. Donc,
en cas de succès, il faut quand même aller regarder le résultat du succès. Et là, de nouveau, ça peut être succès ou failure. Mais en cas de succès, ça veut dire qu'il nous a retrouvé les données. Et donc, tout ce que je fais, j'itère sur les résultats qui me sont retournés. Et de cette itération, je vais remplir un array de landmark que je vais passer à mon objet user-data. Et si vous vous souvenez bien, mon interface graphique, elle est en observation de cet objet user-data. Donc, quand il y a un changement sur user-data, elle se rafraîchit et donc elle va afficher les données à l'écran. Donc ça, ce sont les principaux changements au niveau Swift. Les autres changements, c'est un poil de glue au niveau user interface pour que tout ça fonctionne ensemble. Ça va? Est-ce que vous avez besoin d'une pause? Je peux continuer à faire les changements user interface. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui regarde? Ok, Vincent nous dit ça va. Je me base sur toi, Vincent. Tu es mon élément témoin pour le rythme. Donc allons-y. On rajoute la dépendance d'Amplify API. Comme d'habitude, je copie le bloc d'instruction ici, hop, et je le paste dans mon terminal. J'ouvre mon podfile dans Xcode juste pour vous montrer que j'ai rien cassé. On a rajouté juste une ligne ici qui dit qu'on prend API plugin. Je répète pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je prends la branche master du projet open source sur Git parce qu'il y a un petit bug que j'ai trouvé en développant ce lab, petit bug qui est déjà dans la branche master mais qui n'est pas encore dans le release. Donc en réalité, vous allez prendre la version 1.02 ou supérieure dès qu'elle sera publiée ce soir. Malheureusement, on n'a pas pu la publier à temps pour ce workshop. Donc, je vais pêcher le code dans la branche master. En général, ne faites pas ça, évidemment, parce que le code master, bon, a priori, il est stable, mais c'est du code qui n'est pas encore réalisé, donc qui n'est pas encore documenté non plus. Une fois qu'on a fait ça, hop, on fait comme d'habitude un pod install pour laisser Cocoa pod télécharger les dépendances. Et puis là, on va faire vraiment nos changements dans le code. La première chose à faire, c'est de changer l'objet user-data qui se trouve dans modèle. Souvenez-vous, dans user-data, on a un flag qui nous dit si on veut montrer les favoris only, c'est celui-là. On a un flag qui nous dit si on est sign-in ou sign-out, c'est là. Et puis, on a une liste de landmark qui jusqu'à présent a été loadé au chargement de l'application à partir d'un fichier JSON inclus dans l'application. Et ici, on dit ça sera un array, mais c'est vide maintenant. Alors, juste pour faire joli, je lui donne le type quand même. Je lui dis que c'est un array de landmark. Comme ça, le compilateur sait de quoi on parle. Mais maintenant, il n'y a plus de chargement initial au démarrage de l'application. On démarre avec un array vide. Et d'ailleurs, si je lance l'application maintenant en faisant commande R, on devrait tomber, après compilation de la nouvelle dépendance, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, voilà, mon build est succès, on devrait tomber sur une liste vide. C'est pour vous montrer que je ne triche pas. Voilà, il n'y a plus de landmark. On va demander, et c'est une des beautés d'Amplify aussi, on va demander à Amplify de nous générer du code pour les modèles. Vous vous souvenez, les modèles GraphQL qu'on a rentrés, ils sont ici. Amplify va me générer du code qui représente ce modèle automatiquement. Et quand les données JSON reviendront de l'API, Amplify va instancier des objets Swift pour moi. Ça, c'est super cool. Donc, allons-y, générons du code pour représenter mon modèle. Je retourne dans ma console, dans mon terminal ici, et je tape Amplify CodeGen Models. C'est là aussi, pour cette version-là, qu'on utilise une version spéciale d'Amplify. C'est là qu'il y avait le bug. Donc, de nouveau, la version de ce soir, elle corrigera ce bug, mais aujourd'hui, pour le lab, on utilise une version spéciale qui s'appelle iOS CodeGen Workshop, qui a le bug fixe dont on a besoin. Donc, Amplify CodeGen Models. Amplify CodeGen Models a rajouté ici, dans mon projet Amplify, dans la directory Amplify dans mon projet, une directory generated
avec 5 fichiers sources, Amplify Models, Coordinate Data, Landmark Data et des extensions. Donc l'étape suivante, c'est de rajouter cela à Xcode. Donc je prends mon Xcode, je prends ma liste de fichiers dans Xcode, et je vais simplement faire un drag and drop de la directory generated, et je vais la mettre à côté des modèles d'Apple. De nouveau, c'est important de ne pas faire copy items if needed, ce qui nous permettra de modifier les modèles éventuellement, sans devoir réimporter les fichiers. Donc on a 2 directories modèles maintenant. Il y a celle fournie par Apple dans l'exemple dont on a parti, qui est Landmark, et puis il y a celle générée par Amplify, où j'ai Landmark Data, et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Data, c'est ce qui vient de l'API, Landmark, c'était ce qui était dans l'application. Donc ça, c'est du code généré automatiquement sur base d'une définition de type. Alors, j'aimerais bien pouvoir passer de l'un à l'autre, parce que Amplify va me générer une liste de Landmark Data, cool, mais mon interface graphique qui existe déjà, elle s'attend à avoir une liste de landmarks. Donc, je voudrais pouvoir, à partir d'un landmark data, pouvoir créer un landmark. Et pour ce faire, je vais rajouter une petite ligne de code, enfin quelques lignes de code, dans ma classe landmark pour pouvoir initialiser un landmark à partir d'un landmark data. Et donc, je fais une extension à landmark et je rajoute un initialisateur, un constructeur qui prend en entrée un landmark data où je vais simplement faire un mapping des différents champs. Et donc, ça me permet ainsi de pouvoir passer de la structure de données de code généré par Amplify à la structure de données que tout le reste de l'interface graphique s'attend. Ça m'évite de devoir changer partout dans l'interface graphique. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à changer notre classe principale, AppDelegate, pour faire plusieurs choses. Donc, comme d'habitude, je copie l'entièreté du fichier, j'ouvre AppDelegate, je sélectionne tout, j'efface et je remplace par la nouvelle version. Alors, la nouvelle version, elle change quoi? Dans l'initialisation, elle rajoute l'initialisation du plugin AWS API Plugin, dont on a rajouté la dépendance par pod, et on lui passe Amplify Models, donc c'est la définition du modèle de données. Amplify Models, c'est dans notre code généré, il y a une classe qui s'appelle Amplify Model, qui enregistre les modèles générés par Amplify. Et puis, l'autre chose ce code, il fait quoi? Souvenez-vous que j'avais cette petite méthode Update User Interface qui est appelée à chaque fois qu'il y a un changement de statut, qu'on passe de sign in à sign out. Eh bien, je vais en profiter également là pour dire si on est authentifié et que la liste est vide, ce qui est mon cas là maintenant, ben, j'appelle l'API, j'appelle une méthode queryLandmark. Donc c'est ça qui va déclencher l'appel à l'API. Et puis la méthode queryLandmark, elle ne fait qu'appeler les librairies Amplify. Donc c'est assez simple, Amplify API Query, liste du type Landmark Data. Je rappelle, on peut mettre des prédicats aussi, ici je ne l'ai pas fait. Un callback, imbriqué avec Event Success, et puis dans Success, il y a encore Result Success. Et si j'ai le cas, ben, je reçois une liste de Landmark Data, donc le code généré par Amplify. Donc je vais itérer sur cette liste, for f in Landmark Data, et pour chaque Landmark Data, je vais créer un Landmark avec ma méthode, mon constructeur que je viens de rajouter à Landmark. Et je vais l'ajouter dans mon objet global user data, dans mon tableau. Souvenez-vous le tableau qu'on a mis à vide là, ben, je vais rajouter chacun des landmarks. Et ça suffit pour rafraîchir l'interface graphique, ça c'est la magie de SwiftUI, puisque, souvenez-vous, user data est considéré, ce champ landmarks est published, et dans mon landmark list, user data c'est un environnement object, donc à chaque fois qu'il va changer, l'interface le saura et va se rafraîchir en conséquence. Et si j'ai rien oublié, parce que là je n'ai pas suivi toutes les instructions qui sont dans le workshop, on peut lancer l'app. Donc je fais commande R, il rebuild. Déjà la première partie c'est qu'on ait un build succeed, et puis il lance l'application. Je suis toujours authentifié, et on voit que les landmarks arrivent. C'est plus exactement les mêmes valeurs. Souvenez-vous, on avait 3 favoris, maintenant il n'y en a plus qu'un. C'est parce que le JSON que j'ai envoyé est probablement un poil différent du JSON. Ah non, tiens, il y en a 3 là. Où qui sont mes autres? Ah, c'est l'ordre qui n'est plus le même. C'est parce qu'on ne lit plus l'ordre, donc j'ai toujours mes 3 favoris. Et si vous regardez bien la manière dont l'interface se construit, je relance l'application, ils n'arrivent pas tous en même temps,
hop, voilà, il y a un premier qui arrive, et puis, alors qu'avant c'était immédiat parce qu'il lisait le JSON, il construisait tout à partir de JSON. Ici, c'est asynchrone, c'est au fil de l'eau, au fur et à mesure que l'interface se rafraîchit quand on reçoit des données. Pas mal, hein, en très peu de changements, finalement. On a généré une base de données DynamoDB, on a généré une API GraphQL pour y parler. On a configuré cette API pour fonctionner avec notre Cognito User Pool, donc il faut être authentifié sur le User Pool pour pouvoir appeler l'API. Et puis on a fait un tout petit peu de changement dans le code, mais essentiellement c'est cette méthode-là, hein, c'est le cœur, c'est celle qui appelle la librairie Amplify pour aller chercher les données. Et là-dedans, il n'y a vraiment que ces 5 lignes-là. Tout le reste, c'est des cases, des switches, des prints pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et s'il y en a une, qu'on sache pourquoi il y a une erreur. Donc, il y a quoi? Il y a 20% du code là qui est utile. Enfin, le reste est utile aussi, mais n'est pas immédiatement utilisé. Donc, on pourrait envoyer les landmarks en une passe. Oui, tout à fait. C'est un choix que j'ai fait ici. On pourrait créer un array séparé. Donc, je pourrais... on peut le faire. Est-ce que je me risque à faire un changement? On pourrait se créer un array de landmark ici. Faire un var L, parce que je suis paresseux, qui est un landmark array ici, qui serait vide. Ici, on construit notre array. L point append de landmark. Donc, je rajoute mon landmark dans mon array de landmark. Et une fois que j'ai tout, d'un coup et d'un seul, blinks, je vais remplacer l'array qui est dans landmark par celui-ci. Et on devrait voir un petit changement dans l'interface graphique, si ça marche, où tous les landmarks devraient apparaître d'un coup, plutôt que de voir la liste se construire. Donc je fais un pomme R, et on regarde bien comment ils apparaissent. Et j'ai pas vu comment ils apparaissaient. Ah oui, pour être tout à fait propre, il faut faire ça sur la main thread, parce que c'est pas propre. Ici, je suis dans un callback, hein, donc je suis dans une thread de background, et donc dès qu'on manipule l'interface graphique, il faut faire ça sur la thread principale. Voyons s'il y a une différence dans la manière dont il affiche les landmarks. Ouais, un peu. Il y a un effet graphique qui s'ajoute, mais on a plus le premier qui apparaît et puis un temps de latence. Ici, ils apparaissent tous en tout petit et ils s'expandent. C'est très subtil. Évidemment, il n'y a que 12 landmarks dans la réalité. Ça sera probablement différent. Oui, c'est un choix que j'ai fait d'ajouter chaque fois à la user interface. C'est probablement plus efficace comme ça. Ça bouffe plus de mémoire, ce changement-ci. Mais en termes de réactivité du user interface, ça devrait être un poil plus réactif, puisqu'on ne rafraîchit pas la user interface à chaque objet qui est rajouté dans la liste. Ceci dit, la liste, elle est en lazy loading. La manière dont fonctionnent les tables dans iOS, les deux derniers éléments, là, ils ont, ceux qu'on ne voit pas, qui sont en dessous, ils n'ont encore jamais été render. Ils sont render au moment où je fais un scroll, au moment où ils doivent apparaître. Donc, ouais, à mesurer. Question de préférence. Allez, cinquième partie, on va rajouter du stockage, parce que ça ne vous aura pas échappé que dans notre API, il n'y a pas les images pour le moment. Si on regarde l'API, je regarde le JSON, c'est la même chose. L'image, c'est juste un nom. Il est où? Il est là. Et pour le moment, les images, elles sont toujours chargées, elles sont toujours dans mon application ici. Et ça, c'est pas top. Donc maintenant, ce que je voudrais faire dans cette partie-ci, c'est ajouter du cloud storage. On va mettre les images sur Amazon S3 et on va changer le code pour aller chercher les images sur S3. Alors S3, c'est asynchrone, donc il va falloir bidouiller un tout petit peu pour pas bloquer la user interface, pour rafraîchir la user interface au fil de l'eau quand on reçoit les images. Donc on va changer quelques publish observed dans SwiftUI dans les classes existantes pour que cette magie se fasse. Bon, on va faire la partie facile, c'est le cloud.
Pour la plupart des gens, c'est la partie difficile, mais avec Amplify, c'est vraiment la partie facile. Et on va faire Amplify at Storage. Donc Storage, c'est une autre catégorie d'Amplify qui permet de gérer des buckets S3 et d'y accéder facilement et en toute sécurité. Il nous demande quel type de stockage, une NoSQL database ou du contenu. Ici, c'est bien du contenu. Il nous demande un friendly name pour utiliser en préfixe, Amplify iOS Workshop. Il nous demande le bucket name. Alors, les buckets doivent être globalement uniques, donc je laisse utiliser le nom avec le UUID là. Et qui aura accès à ce bucket? Les utilisateurs authentifiés uniquement ou les utilisateurs authentifiés et les guests? Non, évidemment, moi je veux que uniquement les utilisateurs authentifiés aient accès. Et quel type d'accès ils auront? Est-ce qu'on veut faire un create update? Donc c'est avec les touches haut, bas que ça se joue et la barre d'espace. Donc avec la barre d'espace, j'indique je veux un accès en lecture uniquement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'Amplify va utiliser Cognito pour obtenir une clé d'accès Access Key, Secret Key temporaire, limitée aux droits dont j'ai besoin, donc il va créer un rôle pour ça, qui me permettra d'aller lire, dans ce cas-ci, mon bucket S3. Puisque, je vous rappelle, S3 ne permet pas de travailler avec des tokens JWT générés par Cognito. Et S3 fonctionne uniquement avec des AWS Access Key, Secret Key. Et Amplify va utiliser Cognito pour faire un échange en disant, voilà un beau token JWT que tu m'as donné, est-ce qu'en échange, je pourrais avoir un token, une Access Key, Secret Key temporaire et limité à un rôle très précis, qui est celui de lire dans ce bucket-là. Est-ce qu'on veut écrire une fonction lambda pour déclencher quand il y a des choses qui se passent sur le bucket? Non, on laissera ça pour un autre lab. Et puis, on fait Amplify push. De nouveau, Amplify add, ça configure les templates CloudFormation en local sur mon laptop. Ça ne fait rien dans le cloud. Le cloud sera modifié quand je fais l'Amplify push. Et donc ici, j'ai un hôte, un API et une nouvelle catégorie qui est en create, qui est stockage. C'est à ce moment-là maintenant que la partie CloudFormation va se déclencher. Et de nouveau, ça peut prendre quelques minutes, le temps de créer les différentes ressources. Donc ça va créer des rôles, ça va créer le bucket S3. Ça devrait aller assez vite, beaucoup plus vite que l'API ou que Cognito. Une fois que ça sera fait, j'ai aussi écrit un tout petit script qui va uploader tous les fichiers qui sont dans notre directory de projet, les fichiers existants, sur S3. Alors, Amplify gère les permissions avec un /public, /private. Private, c'est uniquement pour vous. Public, c'est ce qui est readable par tout le monde. Donc, il crée comme une directory. J'aime pas parler de directory sur S3, mais enfin, c'est l'analogie que tout le monde comprend. Donc, il crée une directory /public. Et le script va simplement faire un sync avec la ligne de commande AWS pour envoyer les fichiers là. Donc je passe pas par une API, etc. J'utilise pas d'Access Key, Secret Key. Enfin, si j'utilise, mais c'est celle de mon compte ou du compte que je suis en train d'utiliser pour le lab. Donc, si vous n'utilisez pas votre compte pour le lab, le script va aller chercher le profil correct dans la configuration d'Amplify et va utiliser le profil pour aller écrire sur le bon bucket dans le bon compte AWS. Alors on voit des tas de create complete, il a créé les policies, il a créé le bucket. On a les updates complete sur le stack, donc ça ne devrait plus durer très longtemps là. Quelques secondes, je vais déjà faire mon copier de ma commande init S3. Et voilà, j'ai all resources are updated in the cloud. Je copie mon script S3 et mon script S3 envoie les 10 ou 12 images sur le bucket qui vient d'être créé. Donc on peut tester si on fait moins profil workshop pour moi. Je ne sais pas ce que vous avez utilisé comme profil, mais ce sera quelque chose de différent peut-être pour vous. S3 ls, on devrait voir qu'il y a donc il y a le bucket d'Amplify lui-même, là où il met ses artefacts de déploiement. Et puis il y a le bucket de stockage des images qui a été créé là maintenant, où on devrait retrouver cette fameuse directory publique et dans la directory publique, les 10 ou 12 images qui vient d'envoyer. Donc là, j'ai mon back-end, cool. Maintenant, on va changer le front-end. Et puis après ça, je fais une petite pause. Comme d'habitude, première étape, c'est d'ajouter les librairies S3 à mon projet. Et donc ça, c'est dans le pod file. On peut copier le pod file ici en haut à droite et faire un coller ici. Comme d'habitude, je vais vous montrer
dans Xcode que le pod file a bien été modifié. On a rajouté une ligne, storage plugin. Et comme d'habitude, maintenant, pod install, ça va rajouter la librairie S3 en dépendance à mon projet. Alors, les changements de code sont un peu plus subtils ici, parce que justement, le download S3 est asynchrone, et donc il fallait changer le code, les user data, le modèle fourni dans l'exemple d'Apple, pour que l'interface graphique se rafraîchisse automatiquement quand l'image est changée. Donc, en gros, la stratégie que je vais faire, c'est comme d'habitude. Je prends mon app delegate, et dans mon app delegate, je rajoute une méthode qui va encapsuler l'appel à S3. Donc, je choisis le app delegate, je l'efface, je remplace par celui-ci. On a perdu le petit changement, mais ce n'est pas grave. Il y a deux changements dans app delegate. Le premier, c'est celui-ci. On rajoute le storage plugin. Okay. Et donc, toujours avec le configure, il va aller prendre la config automatique qui a été générée par la ligne de commande et qui se trouve maintenant dans mon fichier de config. Je devrais avoir une config pop storage ici, qui donne le nom du bucket, la région, etc. Donc ça, c'est le premier changement dans app delegate. Et le deuxième changement dans app delegate, on va pouvoir le trouver par ici, j'ai le chargement des images, où donc je fournis une fonction au niveau, image, qui prend en paramètre le nom, et un callback, parce que c'est asynchrone, et qui appelle Amplify Storage Download Data. Je donne le nom de l'image, donc c'est le nom qu'on m'a passé .jpeg. Le fait que ça soit dans public, c'est Amplify qui fait ça tout seul. J'ai un callback de Progress Listener, donc si vous avez des gros downloads ou des gros uploads, vous pouvez mettre l'interface à jour avec une progress bar ou des choses comme ça. Ici, je ne l'utilise pas. Et puis un result listener, et en cas de success, ici, tout ce que je fais, j'appelle le callback de qui m'a appelé pour je dis hey, les données sont là. Notez qu'à ce stade, ce n'est pas encore une image, ce sont des données, des data, donc c'est un array binaire, des bits et des bytes. On transformera ça en image. Donc ça, c'est au final la seule partie qui concerne Amplify. Tout le reste, maintenant, ça va être un peu de glue dans l'interface graphique pour mettre tout ça ensemble, pour consommer ces data, transformer les data en images. Je vais mettre un cache en œuvre aussi pour ne pas aller télécharger chaque fois la même image sur S3. Parce que si je fais ça pourrait aller plusieurs fois sur S3, ce que je n'ai pas envie de faire. Et puis mettre en place le publish subscribe pour que le champ image dans mon user data landmark soit observable par l'interface graphique, de manière à ce que l'interface graphique se rafraîchit automatiquement quand l'image est disponible. Donc là, on quitte le domaine Amplify, c'est de la technique SwiftUI pure, il n'y a rien de spécifique. Alors, Apple avait fait très bien les choses, comme souvent. Ils ont une classe data ici, qui sert à deux choses. Il sert à charger le fichier JSON. Bon, on ne l'utilise plus, évidemment, sauf si vous utilisez le preview de l'interface graphique. Et puis, il y a une classe ImageStore. Et j'ai décidé de réécrire complètement ImageStore. Donc, je garde la même interface, la même classe, comme ça, je ne dois pas trop changer le code qui l'appelle. Mais je vais mettre dans cette classe ImageStore la logique de télécharger les images, de transformer le data en image. Je mettrai là-dedans également la logique de générer un placeholder. Donc, pour ne pas bloquer l'user interface, il y aura une image blanche qui sera retournée si l'image n'a pas encore été téléchargée. Voilà, je copie le code de data.swift et je remplace le code. Alors, allons voir le code que j'ai rajouté. D'abord, je rajoute une toute petite extension à UImage que j'ai piqué dans un GIS que j'ai trouvé sur Internet, qui me donne un carré d'une couleur unie. Ça sera mon placeholder, ça sera mon carré blanc quand il n'y a pas d'image. Donc, rien de spécial là, c'est juste c'est même pas du SwiftUI, c'est du UIKit. Je n'ai pas cherché à écrire ça moi-même. Voilà, je mets le lien où j'ai trouvé le GIS si vous voulez engueuler le gars qui a fait ça. Mais pour moi, ça marche. L'ImageStore, je vous ai dit, c'est un cache, donc il aura essentiellement un array
string image. Image, c'est l'élément SwiftUI qui représente une image graphiquement, et string, ça va être le nom de l'image. Donc c'est un array clé valeur, ça aurait pu être un dictionnaire. Enfin voilà, j'ai pris un array. C'est une classe globale, donc j'ai une statique qui initialise la classe au moment où elle est chargée. Donc j'ai qu'une seule instance de l'image store, ce qui a du sens pour avoir un cache. J'initialise mon array et je mets une image dedans dès que je crée cette classe, c'est mon placeholder. Donc j'appelle le constructeur d'image et j'appelle UI image, image with color, c'est l'extension qu'on vient de créer ici au-dessus pour me retourner une image blanche de 300 sur 300. C'est ce dont j'ai besoin là. Donc quand je crée la classe, il y a juste une image qui s'appelle placeholder et rien d'autre. Puis je rajoute une fonction image qui va être appelée par l'interface graphique qui demande une image par son nom et qui passe un landmark. Pourquoi j'ai besoin de passer un landmark? C'est parce que quand l'image sera disponible, je vais aller la stocker dans l'objet landmark pour l'afficher justement sur l'interface graphique. Et le seul moyen que j'ai trouvé, il y a peut-être des moyens plus élégants de faire ça, c'est de passer le landmark objet à la fonction getImage, et comme ça, je peux aller mettre l'image quand je l'ai trouvée. Je retourne immédiatement une image, mais c'est que dans le cas où l'image est déjà dans mon cache. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve mon appDelegate et j'appelle ma fonction qui appelle Amplify. Donc, souvenez-vous la fonction qu'on vient de rajouter dans appDelegate image. J'appelle cette fonction et je lui passe un callback. Quand je reçois les datas, j'essaye d'en faire une image. Et si ça marche, le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour passer de data à SwiftUI image, c'est passer par UIKit. Parce que UIKit permet de créer un UI image à partir de data. Et image permet de créer une image à partir d'une UI image. Ça tombe bien. Donc, je crée mon image SwiftUI, je lui passe un facteur de scaling et je lui passe, je ne sais plus pourquoi, un label qui était le nom de l'image. Je suppose que c'est utile pour les voice-over, pour les interfaces assistées. Une fois que j'ai mon image sur la thread principale, n'oubliez pas, je suis dans un callback ici, je prends mon objet landmark. Dans ce objet landmark, on va aller rajouter dans quelques secondes une propriété image et je lui mets mon image. Voilà, c'est à peu près tout. Le reste, il y a une fonction pour retourner un placeholder, il y a une fonction pour rajouter une image dans le cache. Je ne suis même pas sûr que j'utilise le add image. C'est une erreur. Il faudrait évidemment rajouter l'image dans mon cache ici quelque part. Je devrais probablement faire un self add image et passer le nom et l'image. Si ça ne compile pas, j'enverrai ça après, mais c'est probablement un bug, j'avais oublié de faire ça. Donc ça, c'est pour mon image store, donc ça, c'est la logique de collection des images. Maintenant, il faut faire la glue avec l'interface graphique. Et pour ça, j'ai besoin de changer un tout petit peu. Donc, mon objet landmark, il est présent dans la partie d'interface graphique qu'on appelle une landmark row. Donc le row, ça représente une ligne dans la table. Et ici, comme je vais le changer après qu'il ait été affiché, je veux qu'il soit observé de manière à ce que si je change la valeur, l'interface graphique se change. Donc je vais aller rajouter dans mon landmark row cette annotation observed object. De nouveau, vous pouvez faire un copier-coller de ça et aller changer le fichier landmark row. Donc, landmark row, il est ici. Et comme c'est le seul changement, ici je le fais à la main, je dis voilà, maintenant je veux que tu observes ça. Si landmark change, j'aimerais bien que tu ailles regarder ça. Le problème de ça, vous voyez directement, on a des erreurs ici, c'est que landmark tel qu'il était dans l'application au début, c'est un struct. Et un struct, c'est pas observable. Donc je dois changer landmark pour en faire une classe et du coup implémenter les bonnes méthodes de ceci pour qu'il soit observable. Je vais aussi rajouter observable object. Alors ça implique 2-3 petites choses. Ça implique de faire un initializer, un constructeur. Maintenant que j'ai une classe, je bouge mon code qui permet de créer un landmark à partir de landmark d'état qu'on a fait dans l'étape précédente. Je le bouge dans la classe et je rajoute un champ image qui utilise l'image store pour aller chercher la bonne image. De nouveau, pour être compliant avec
les protocoles que j'implémente ici, je dois rajouter la liste des clés, landmark keys, et je rajoute ma variable image, et celle-là, notez, elle est published, donc si l'image change, l'interface graphique va se changer également. Donc on va faire tous ces petits changements façon copy-paste. Donc je répète, essentiellement, on passe d'une struct à une classe. Je rajoute observable object. Parce que c'est une classe qui est décodable et observable object, je dois rajouter un constructeur. J'en profite pour bouger le constructeur que j'avais fait avant, je le mets dans la classe. Je liste mes clés de codage et je rajoute une propriété published, donc sur laquelle il y a un publish subscribe, image, que j'initialise avec une image temporaire, on s'en fout en fait, elle ne sera jamais affichée, puisque au moment du constructeur, je vais chercher une image qui est le nom de l'image de cette classe et je passe à mon image store moi-même qui permettra d'aller mettre la bonne image. Image store retourne le placeholder immédiatement, donc dès que je construis l'objet, il aura le placeholder, et un peu plus tard, quand le call S3 aura fini, le call S3 ira mettre dans l'objet self ici, sur le champ image, la bonne image. Et comme l'image est published, l'interface graphique sera notifiée et se rafraîchira. C'est une longue explication, j'espère que les 2-3 qui suivent suivent toujours. Mais c'est une longue explication, mais c'est très peu de